Interdit l'Europe à Nathalie Yamb pendant que des terreaux du FLA et du CHNIM, qui ont créé une alliance pour déstabiliser le Mali, sont accueillis sur les plateaux de télévision européens et font tranquillement une tournée européenne. Je vois une petite polémique sur les réseaux sociaux. Voilà, généralement, ce sont les apatrides qui veulent créer la zizanie et la confusion, voilà, dans l'esprit de nos différents frères africains. Il y a certaines personnes qui disent que oui, que pourquoi est-ce que Assimi Goïta a libéré l'agent de la DGSE qui a été condamné à 20 ans de prison pour une histoire de participation à la déstabilisation du pouvoir malien et que Assimi Goïta refuse de libérer certains politiciens ou bien même certains, certains Maliens qui ont été incarcérés. Au Mali, l'ONU accuse les Émirats de soutenir les terreaux. Mes amis, c'est plus moi qui le dis, c'est plus les commentateurs. Non, mes amis, ce sont les Nations Unies. Alors... 500 milliards pour des méga projets. Le pays se réinvente grâce aux mines. Le Mali... Si oui, avec quelle nationalité? Avec quel passeport? Obtiennent-ils des visas pour entrer en Europe et intervenir dans les médias? Ou se déplacent-ils en jet privé pour rejoindre l'Europe et y effectuer une tournée médiatique? Par quel aéroport arrivent-ils et repartent-ils ensuite pour rejoindre par la route l'opposition proche du Mali? S'ils bénéficient d'un statut de réfugié politique alors qu'ils coopèrent activement avec le CHNIM, reconnue organisation terreau, rien n'empêche la France d'accorder le même statut à plusieurs chefs du CHNIM qui semblent désormais découvrir une nouvelle vocation politique au Sahel. Ils sont blanchis par les médias français. Leur prétendue indépendance y a même été proclamée et présentée comme une réalité en France, qui les loge, les nourrit et assure leur sécurité. L'Europe interdit à Nathalie Yamb. C'est une phrase qui résume tout. Nathalie Yamb, une voix africaine libre, une femme qui ose dire la vérité, est interdite d'entrer en Europe. Mais les terroristes du FLM/JNIM, eux, sont accueillis à bras ouverts. Ils font une tournée médiatique. Ils sont invités sur les plateaux de télévision. Ils sont logés, nourris, protégés. Et personne ne pose de questions. Personne ne demande avec quel passeport ils voyagent. Personne ne demande qui finance leur séjour. Personne ne demande qui les protège. C'est une hypocrisie. Une hypocrisie qui montre que l'Europe n'est pas du côté de la lutte contre le terrorisme. Elle est du côté de ceux qui déstabilisent l'Afrique. Elle est du côté de ceux qui veulent maintenir l'Afrique dans la dépendance. Et Dani Almeida pose une question fondamentale. Pourquoi ce porte-parole du FLM a-t-il été chargé de démentir tout lien entre la libération des 82 soldats maliens et celle de l'agent de la DGSE? Pourquoi n'a-t-il pas fréquenté directement les autorités maliennes? La réponse est simple. Parce que la France a une main sur le terrorisme. Et elle ne veut pas que cela se sache. Qu'est-ce qu'il faisait en France à ce moment précis? Pourquoi est-ce ce porte-parole qui a été chargé de démentir tout lien entre la libération de 82 soldats maliens et celle d'un agent de la DGSE? Pourquoi ne pas avoir interrogé directement les autorités maliennes et le pays ami qui étaient pourtant au cœur de ce processus? J'ai regardé attentivement ce cirque. Il ne répond à aucune question. Il nie simplement l'histoire de 82 otages, se contredit sur certains points, puis l'émission s'arrête. Tout était structuré, dans les questions comme dans les réponses. On avait même presque l'impression d'assister à un scénario écrit à l'avance. Mais bon, nous avons tous notre réponse, hein. Un scénario écrit à l'avance. C'est ainsi que Dani Almeida qualifie l'émission à laquelle il a assisté. Tout était structuré. Les questions, les réponses, tout était prévu. Le porte-parole du FLA n'a fait que réciter son texte. Il n'a répondu à aucune question. Il a nié l'évidence, il s'est contredit. Et puis l'émission s'est arrêtée. C'est un cirque médiatique qui vise à manipuler l'opinion publique. Mais les Africains ne sont pas dupes. Ils savent que la France est derrière le terrorisme. Ils savent que la France finance, soutient, arme les terroristes. Et ils savent que le Mali, sous la direction du président Goïta, est en train de résister à cette manipulation, de résister à cette ingérence, de résister à ce néocolonialisme. Et c'est une résistance qui paie. Mais Dani Almeida n'est pas le seul à avoir dénoncé l'hypocrisie occidentale. L'AGP va nous parler de la libération des 82 otages et du rôle de la France dans le terrorisme. Ce que vous oubliez, c'est que cet agent de la DGSE là, il a été envoyé par la France. Et le fait que la France déjà cherche à discuter à ce qu'on libère cet agent veut dire quelque part que cet agent de la DGSE là est un agent qui est très important pour la France. Si la France est allée jusqu'au point de faire des négociations et d'échanges entre cet agent et plus de 80
et quelques de nos soldats, de nos FAMA qui seront libérés, qui ont été libérés en échange de cet argent. Et en plus de cela, des frais encore qui seront payés encore en échange de cet argent. Cela veut dire quelque part que la France a la possibilité de libérer tous nos prisonniers, de libérer tous nos otages, parce que ce sont eux qui nourrissent, qui blanchissent et qui arment ces terroristes. La France a la possibilité de libérer tous nos prisonniers. C'est une phrase qui résume tout. Laguepé a raison. Si la France a été capable de négocier la libération de 82 soldats maliens, c'est parce qu'elle a une main sur le terrorisme, c'est parce qu'elle contrôle les terroristes, c'est parce qu'elle les finance, les arme, les protège. Et si elle peut les faire libérer, c'est qu'elle peut aussi les faire libérer tous les otages maliens, tous les prisonniers africains. Mais elle ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'elle veut garder la main. Parce qu'elle veut que les pays africains restent dépendants. Parce qu'elle veut que les pays africains aient besoin d'elle. C'est une stratégie de domination, une stratégie de contrôle. Et c'est une stratégie que le Mali, sous la direction du président Goïta, est en train de briser. Parce que s'ils ne le savaient pas, ils n'avaient pas une main là-dessus, comment eux, ils ont pu négocier pour qu'on puisse libérer nos FAMA, nos agents, parce que eux, ils ont un élément important. Ce qui concerne les différents, comment on appelle, les Maliens qui ont été incarcérés, qui sont dans le même truc qu'on n'a pas gracié, Assimi Goïta ne va pas gracier un Malien qui a participé à un coup d'État, tentative de déstabilisation de son propre pays. Un Malien, fils qui est supposé être un fils digne de son pays, tu t'amuses à aller participer à une déstabilisation de toi-même, ton propre pays. Tu es considéré comme un traître, tu es considéré comme un indigne. Et puis tu vas payer ça, les 20 ans de prison là. Tu vas passer ça. Parce que toi là, tu n'es pas bénéfique pour quelqu'un. Voilà. Quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Tu n'es bénéfique pour personne. Donc toi, tu vas passer tes 20 ans en prison. Maintenant, l'agent de la DGSE là, avec lui là, on a 80 de nos FAMA qui sont libérés. Il va payer encore de l'argent encore pour ajouter là-dessus. Et ça là, c'est bénéfique. Parce qu'il y a 80 et quelques familles qui vont retrouver leur mari, leur femme ou leur enfant. Ok? Et encore, une preuve palpable qui démontre par A plus B que c'est la France qui est à la base de la déstabilisation. C'est la France qui est à la base du terreau. C'est la France qui détient tous nos otages. Tous nos otages de nos différents pays de l'AES. Et aujourd'hui, là, ils ont le dos au mur. Donc, ils vont faire tout ce qu'ils ont à faire pour avoir la main sur leur gars. Nous aussi, on va faire et on va demander tout ce qu'on veut demander pour qu'on puisse libérer nos éléments. Donc, ceux qui sont d'accord, là, c'est bon. Ceux qui ne sont pas d'accord, on n'en a rien à faire. Le gouvernement malien sait ce qu'il fait. Assimi sait ce qu'il fait. Il ne va jamais prendre une décision qui va aller à l'encontre du bien-être du peuple malien. Donc, allons seulement, regardons et puis avançons. Bravo pour cette négociation. Ça a été fait dans d'autres pays dans le passé. On n'a pas fait de polémique là-dessus. Ça va continuer d'être fait. Tant qu'ils vont venir chercher à déstabiliser nos différents pays, on va les attraper là. Il y a une possibilité de mettre la main sur des gens qui nous appartiennent, puis la possibilité de leur faire payer encore pour pouvoir avoir accès à leurs éléments, à leurs espions. On va le faire. C'est pas quelque chose de nouveau et ça va pas commencer avec Assimi et ça ne va pas se terminer avec Assimi. C'est ça. Le volet aussi de la diplomatie. Donc, je vous love et puis courage au peuple malien, courage aux FAMA, courage à l'AES, la patrie ou la mort, nous vaincrons comme mes frères burkinabés le disent. Et puis, on est calé et puis on le regarde. Qui viennent encore, on les attend. Puis c'est là. Assimi Goïta ne va pas gracier un Malien qui a participé à une tentative de déstabilisation de son propre pays. C'est une phrase qui mérite d'être soulignée. Le président Goïta fait la différence entre un agent français, un espion, qui a été envoyé pour déstabiliser le Mali, et un Malien qui trahit son propre pays. Le français, il l'échange. Il le rend contre 82 soldats maliens. C'est un échange bénéfique. Mais le Malien qui trahit, il le garde en prison. Pourquoi? Parce qu'un traître n'est pas utile. Parce qu'un traître n'est pas bénéfique pour le pays. Parce qu'un traître doit payer pour ses crimes. Et c'est une leçon pour tous ceux qui pensent que trahir son pays est un jeu. La trahison a un prix. Et Assimi Goïta est en train de le faire payer.
Mais pendant que le Mali combat la trahison et l'ingérence française, il se développe aussi économiquement. Yelas va nous parler de la transformation économique du Mali grâce aux mines. Le Mali est en pleine transformation grâce à la réforme du code minier adoptée en 2023. Le gouvernement estime pouvoir mobiliser jusqu'à 500 milliards de francs CFA pour financer des infrastructures. Un fonds dédié a déjà été collecté, plus de 109 milliards de francs CFA entre janvier 2025 et juin 2026. Ce mécanisme rapporte au moins 50 milliards de francs CFA par an. Les projets concernés, l'énergie, l'eau et les transports, extension des voies ferrées, nouvelles routes, bateaux pour la navigation fluviale et développement de la compagnie aérienne Mali Airlines. Le gouvernement a aussi récupéré 761 milliards de francs CFA auprès des compagnies minières suite à un audit. Les gars, le secteur minier a généré plus de 1000 milliards de francs CFA en 2024, soit 41% des recettes fiscales du pays. Le Mali a également approuvé un prêt de 15 milliards de francs CFA pour la construction de la centrale hydroélectrique de Kourouba. Et bien sûr, d'autres chantiers sont en cours. Le lycée d'excellence de Ségou, celui de Badougou, Nafadji et l'aménagement de la route nationale numéro 6, les gars. Le pays isolé des circuits financiers traditionnels depuis son départ de la CEDEAO, mise sur ses ressources minières pour financer son développement. Une stratégie ambitieuse. Le Mali est-il en train de réussir son pari de l'indépendance économique grâce aux mines ou cette stratégie est-elle risquée? Dites-le moi dans les commentaires, les gars, toujours avec respect. Vive le Mali, vive le président Assimi Goïta. Le Mali mise sur ses ressources minières pour financer son développement. C'est une phrase qui résume la stratégie du président Goïta. Le Mali est isolé des circuits financiers traditionnels. Il a quitté la CEDEAO. Il est sous sanction. Il ne peut pas compter sur l'aide internationale. Alors il mise sur ses propres ressources. Et ces ressources, elles sont énormes. Le Mali a récupéré 761 milliards de francs CF auprès des compagnies minières. C'est une somme colossale, une somme qui permet de financer des projets d'infrastructure, l'énergie, l'eau, les transports, l'extension des voies ferrées, les nouvelles routes, la navigation fluviale, la compagnie aérienne Mali Airlines. Ce sont des projets qui vont changer la vie des Maliens, des projets qui vont créer des emplois, des projets qui vont désenclaver le pays. Des projets qui vont renforcer la souveraineté économique du Mali. Et tout cela grâce aux mines. Grâce à la réforme du code minier adoptée en 2023. Le Mali est en train de faire ce que beaucoup de pays africains n'ont pas osé faire. Il est en train de reprendre le contrôle de ses ressources. Alors même que les Émirats faisaient semblant d'être des alliés de Bamako, une rançon de 50 millions de dollars est allée directement dans la poche des terreaux pour continuer leur lutte contre Bamako. Alors c'est bizarre, les Maliens ont choisi les mauvais alliés. Et encore une fois, c'est pas David Rodriguez qui le dit, c'est le comité des sanctions des Nations Unies. Et où sont allés ces 50 millions de dollars? Eh bien, la grande partie d'entre eux sont restés au Mali. Le reste est allé au Yémen, mais aussi en Afghanistan. Voilà les alliés de Bamako qui jouent contre Bamako. Et le pire, mes amis, c'est que la rançon, elle venait pour libérer un mec qui s'appelle Juma Ben Maktoum Al-Maktoum, un émirati, un général émirati à la retraite qui traficote avec de l'or en Afrique. Ce même or qui sert déjà d'habitude à financer les terreaux. Donc finalement, les Maliens sont systématiquement victimes des agissements émiratis. Alors quand les Algériens le disent, personne ne les écoute. Lorsque David Rodriguez le dit, personne ne l'écoute. Alors peut-être qu'il s'agirait d'écouter l'ONU maintenant. Et peut-être que Assimi Goïta va revoir ses alliés. Bon courage à ceux qui vont survivre et vive l'Afrique libre et souveraine.